Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le concept Un thé entre amis et je suis en compagnie de mon amie Isabelle, thérapeute. Et ensemble aujourd'hui on va discuter autour d'un thé sur la thématique du traumatisme et du stress post-traumatique. Voilà. Je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, super. Donc moi je suis thérapeute, effectivement. Je travaille beaucoup avec la thérapie brève, stratégique et systémique. Et alors, je me suis rendu compte que, au fil de thérapie et des personnes que je rencontrais, beaucoup de personnes étaient victimes de traumatisme et donc étaient en état de stress post-traumatique suite à un ou plusieurs même traumatismes durant leur vie, quoi. Bah oui, et c'est pour ça que je suis heureuse d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui parce que moi-même, il y a 1 an et demi, j'ai vécu un traumatisme. Donc, pour ceux qui ne suivent pas ma chaîne YouTube, j'ai été enceinte de 5 mois et demi de grossesse quand mon corps s'est mis en route pour accoucher. Et mon compagnon et moi, on a vécu un deuil périnatal, on a perdu notre bébé. Et donc, c'est un événement très traumatisant. Bien sûr. Et ça me tenait à cœur d'en parler parce que je me suis rendu compte que mon homme et moi, on a réagi de manière mais complètement différente à ce traumatisme. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu les étapes du deuil de manière très forte. Je suis quelqu'un qui exprime fort ses émotions. Donc, la tristesse, je l'ai vécue à fond, la colère. Enfin, je suis passée vraiment par toutes les phases. Là où mon homme, la période du deuil a été plus douce. C'est ça, ouais. Et par rapport au traumatisme, j'ai l'impression que ça a été l'inverse. Moi, je l'ai géré de manière plus douce. Et lui, en fait, il avait par moments des crises d'angoisse. Donc, si tout d'un coup, il avait un peu mal au cœur, mais vraiment de manière hyper anodine, il pensait qu'il allait faire une crise cardiaque et qu'il allait mourir, paf, comme ça. Parce que c'est ce qu'on avait connu, c'était complètement inattendu. En 1 seconde, on nous a dit, vous allez accoucher, votre enfant ne va pas vivre. En 1 seconde, la vie nous échappait. Exactement. Et donc, il avait l'impression qu'en 1 seconde, la vie pouvait lui échapper, ou alors à moi, ou à ses proches, quoi. Oui, tout à fait, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment le principe, en fait, quand on vit quelque chose de terrible comme ça, il y a plusieurs façons de réagir, bien sûr, parce qu'on est tous des personnes différentes, et face à un même événement, 10 personnes différentes vont le vivre de 10 façons différentes, tout comme par rapport au moment de la vie. C'est-à-dire que ce que tu as vécu il y a 1 an et demi, tu ne le vivrais pas de la même façon peut-être maintenant ou dans 5 ans, ou tu ne l'aurais pas vécu de la même façon il y a 10 ans peut-être, tu vois. Ah, oui. Donc ça dépend aussi dans quelle fragilité on est sur le moment, ce qui fait que tout peut être en fait d'ordre traumatique, ça dépend vraiment comment la personne le vit. Et comme tu le décris très justement ici, vous l'avez vécu de façon vraiment différente, dans le sens où ton compagnon, la douleur a été tellement forte certainement qu'il a eu la période du deuil, du déni. L'étape du déni a peut-être été plus longue aussi, et donc du coup ça s'est un peu endormi comme ça, et puis il y a eu des choses dans sa vie qui ont fait par la suite que des stimuli, on appelle ça, qui sont venus en fait réveiller le traumatisme et du coup l'émotion associée au traumatisme. Parce que quand tu vis le traumatisme, en fait la définition du traumatisme, c'est un événement émotionnellement très fort, une émotion négative en général qui nous envahit comme ça d'un coup. Et donc, le fait est que si on est en état de stress post-traumatique, cette émotion peut nous pourrir la vie en fait dans le quotidien, quoi. Et le fait est que toi, certainement, que tu as pu évacuer cette émotion dans les moments qui ont suivi cette terrible épreuve que vous avez vécue, et ton compagnon, certainement, il a fermé tout ça. Il a fermé tous les robinets émotionnels. Et donc, il a gardé en lui, sauf que l'émotion, à un moment donné, en fait, plus on va la nier, plus on va essayer de la mettre sur le côté, et plus elle va grossir pour se faire entendre, et ça veut dire que quand elle va se déclarer, ça va être beaucoup plus fort et ça va faire plus de dégâts, tu vois. Ouais. Donc, c'est certainement ça qu'il a vécu. Et je me rappelle que, justement, parce que tu as été très présente quand j'ai vécu ce traumatisme, je t'ai eu beaucoup de fois au téléphone, tu m'as fait beaucoup de bien d'ailleurs, et tu m'avais expliqué, notamment, qu'il y avait ce travail qui s'opérait pendant la nuit pour se libérer du traumatisme. Est-ce que tu peux en parler ? Bien sûr. En fait, si tu veux, pendant la nuit, donc il y a plusieurs phases au niveau du sommeil. Et la phase la plus profonde, c'est le sommeil paradoxal. Ouais. Et pendant cette phase du sommeil, en fait, le cerveau va classer les souvenirs. Il va nettoyer tout ce qu'on a vécu pendant la journée. Donc ça se fait vraiment toutes les nuits de manière classique, n'importe quel souvenir, quoi. Et donc, ce qui se passe, c'est que le cerveau va faire passer l'information du conscient vers l'inconscient. C'est-à-dire que notre inconscient, c'est notre base de données, en fait. On peut imaginer ça comme une grande pièce avec des étagères, des armoires, des tiroirs, des placards, etc. Tu vois ? Et alors, certains seront plus rangés que d'autres. Et donc, le cerveau, il va classer par catégorie
tout ce qu'on a vécu, quoi. Le thème du travail, mais dans le thème du travail, il y a encore plusieurs sous-catégories. Le thème de la famille, ce qui concerne mes parents, ce qui concerne mes sœurs, et donc du coup, il va classer tout ça dans l'inconscient. C'est ce qui fait en fait que le conscient n'est pas surchargé d'informations et qu'on ne pense pas à chaque seconde de notre vie à tout ce qu'on a vécu. Ce serait pas possible, le cerveau exploserait, quoi, tu vois. Donc ça, le cerveau le fait pour toute forme de souvenir et toute forme d'information. Mais quand on parle de traumatisme, c'est quelque chose de plus gros à digérer, c'est plus volumineux, c'est plus difficile, et donc le cerveau utilise le même processus, mais ça prend plus de temps. La théorie dit qu'il faut 10 jours pour digérer un traumatisme. Bon, ça je trouve que c'est purement théorique, parce que 10 jours, ça semble tellement... Il m'en a fallu plus. C'est ça. Mais j'ai l'impression que après 2-3 mois, mon deuil n'était pas terminé, mais... Les images qui me revenaient comme ça quand j'allais dormir, en fait, parfois j'avais des images de l'accouchement ou de l'état exactement dans lequel j'ai été le lendemain à l'hôpital. Voilà, j'avais des images. J'ai l'impression qu'il m'a fallu 2 gros mois pour qu'en fait ces images, je puisse choisir de les voir ou non. C'est ça. Tu vois ? Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que les 10 jours, moi, ça n'a pas fonctionné selon la théorie. Oui, exactement. Mais en général... Mais bon, 2 mois, ça reste raisonnable tout à fait. Pour un traumatisme comme ça. Mais bien sûr, c'est raisonnable. Mais de toute façon, c'est ton rythme et puis c'est tout. Exactement. Mais c'est ça. Mais c'est très intéressant quand tu dis que tu pouvais choisir d'aller chercher le souvenir ou pas. Parce que du coup, on peut vraiment revisualiser ça comme cette espèce d'armoire avec le tiroir et... À un moment donné, l'information elle est rangée dans le tiroir et tu choisis d'aller ouvrir le tiroir. Ok, j'ai envie de penser à ça, je suis dans un moment où ça me ferait du bien en fait de me mettre dans cet état-là, mais je vais ouvrir mon tiroir et le chercher, mais je choisis de le faire. Ouais. Et quand on parle d'état de stress post-traumatique, c'est plutôt, ça vient de manière comme ça inattendue, quoi. Tu vois, et du coup, on ne choisit pas de l'ouvrir, il s'ouvre tout exactement, seul. Exactement. En fait, il se passe des choses dans notre quotidien, des stimuli qui vont venir directement soit nous faire penser au traumatisme, c'est-à-dire qu'on va avoir des images qui vont nous remonter comme ça, alors qu'on n'a rien demandé, on est en train de conduire et tout d'un coup, paf, une image qui nous vient et le stress ou la tristesse ou quoi qui nous envahit. Soit parfois c'est juste de l'émotion. Oui. Tout d'un coup, paf, on se met à pleurer ou comme ton compagnon, on est pris d'angoisse, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup, il ne s'est rien passé de spécial dans ma vie là maintenant et j'ai ça, tu vois. Et c'est parce que c'était facile à comprendre pour nous que c'était lié à ce traumatisme-là, mais en soi, il n'avait pas d'image, c'était pas sous cette forme-là que ça se manifestait. Exactement, c'est ça, exactement. Et donc, et comme c'était assez quand même récent, ce que vous aviez vécu, et c'est vraiment le drame de votre vie, donc du coup, il a pu, comme tu dis, le lier, mais il y a des personnes qui, tout d'un coup, ça leur arrive comme ça, et c'est lié peut-être parfois à des choses de leur enfance, et ils ne voient pas, ils ne font pas le rapprochement, parce que peut-être c'est tellement enfoui que finalement, ils ne savent plus quel est le sujet. Tu vois. Et donc, on va aborder ensemble, on va discuter d'une des solutions possibles pour justement se libérer de ce traumatisme. Et c'est la solution que mon homme a expérimentée. Oui. Il a fait une séance de MDR. C'est ça. Et ça a été miraculeux. Ouais, ça a été miraculeux parce que du jour au lendemain, il n'a plus de crise d'angoisse. Et il est redevenu comme avant le traumatisme. Mais c'est hallucinant quand même. Ah oui, c'est vrai que c'est une méthode très très impressionnante. En fait, cette méthode, elle est basée sur justement ce système dans le sommeil, donc dans le sommeil paradoxal, ce système qui classe les souvenirs. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe de manière pratique ? Quand on est dans le sommeil paradoxal et que nos petits bonhommes viennent chercher ce qui se passe dans le conscient pour le ranger dans l'inconscient. Oui, dans les tiroirs. Exactement, dans les tiroirs. En fait, si tu veux, les yeux bougent sous les paupières. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, comme ça, assez régulier, de gauche à droite, qui permet de stimuler bilatéralement les 2 hémisphères du cerveau et les connexions neuronales en place font alors leur travail de classement, si tu veux. Donc il y a vraiment ce mouvement, je ne sais pas si tu as déjà vu chez quelqu'un qui dort, les yeux qui vibre un peu comme ça. C'est possible, si tu vois, tu te diras « Oh, il classe ses souvenirs !» Mais donc voilà, donc ça c'est vraiment, le MDR est basé sur ce mécanisme-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va reproduire le mouvement des yeux dans l'inconscient. Donc, dans une séance de MDR, le thérapeute reproduit le mouvement des yeux. Il y a plusieurs techniques, donc, soit avec un bic ou le doigt, tu dois suivre comme ça de gauche à droite le mouvement. Il y a aussi le principe des stimulations sonores, toujours gauche-droite, gauche-droite. Le principe c'est de stimuler le cerveau de la même façon, donc gauche-droite, 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 tu vois. Et alors il y a aussi le tapping, donc ça c'est le tapotement sur les genoux. Donc tu fermes les yeux, le thérapeute décide avec le patient d'une image sur laquelle se concentrer et pendant quelques secondes, il tapote sur les genoux
Et du coup, le patient peut ainsi en fait laisser monter les images, laisser monter les émotions. Donc avec le MDR, en fait, on va dans l'inconscient et on va ouvrir le tiroir. On se dit, ok, on décide d'aller ouvrir le tiroir. Okay. Et après sort du tiroir ce qui doit sortir. Oui. C'est-à-dire que c'est l'inconscient qui choisit. Donc à partir du moment où le mécanisme est lancé, le patient en fait est dans cet état de, je vais dire, c'est pas qu'il ne contrôle pas, mais lui il se concentre sur quelque chose et en fait ça permet de faire venir les images qui doivent être traitées. C'est-à-dire que soit l'inconscient va rester bloqué sur l'image choisie par le patient, soit il va peut-être partir sur complètement autre chose, voire sur complètement un autre traumatisme. Parfois on a l'impression que le trauma est là alors qu'il est complètement ailleurs, tu vois. Et donc ça c'est vraiment d'un point de vue purement pratique, ce mouvement des yeux qui permet d'aller ouvrir le tiroir. Et ça me fait penser, pour prendre l'analogie justement de l'inconscient du mouvement des yeux qui va aller chercher, ouvrir les tiroirs, etc. C'est comme si moi, pendant la nuit, en fait, mon inconscient, il a fait correctement le travail. Et donc, j'ai pu choisir quand je ouvrais les tiroirs et quand je les fermais. C'est ça. Et Gary, son inconscient a fait partiellement le travail, mais pas entièrement. Et donc, de temps en temps, les tiroirs s'ouvraient tout seuls. Et c'est pour ça que via une séance de MDR, en fait, c'est comme si le thérapeute donnait un coup de pouce pour arriver à rétablir ce que l'inconscient n'a pas réussi à faire complètement pendant Exactement, la nuit. parce que souvent, en fait, l'inconscient, enfin le cerveau arrive à bien digérer le trauma, donc faire en sorte qu'on n'y pense plus à chaque seconde. C'est vraiment un mécanisme de survie, ça, en fait. C'est ce qui fait que l'être humain peut tout surmonter, ce mécanisme. C'est vrai qu'on peut survivre à tout, parce que en mettant ça dans l'inconscient, ça permet vraiment de passer au-dessus, parce que si tu n'y penses plus à chaque seconde, tu peux te concentrer sur d'autres choses et survivre aux choses terribles que tu as pu traverser. Donc effectivement, du coup, avec le thérapeute, c'est vraiment l'idée d'aller forcer ce tiroir, d'aller vraiment l'ouvrir. Parce que, donc, comme je disais, c'est facile, enfin c'est pas facile, mais je veux dire, le cerveau le fait assez naturellement de digérer le traumatisme, mais nettoyer l'émotion, c'est là que ça peut poser problème en fait. L'émotion peut encore être vive et c'est ça qui fait que paf, ça sort, ça s'ouvre. Parce que si on ne s'est pas permis, ça peut être une des raisons pour lesquelles le cerveau n'a pas vraiment digéré le traumatisme, c'est qu'on ne s'est pas permis de la ressentir vraiment l'émotion au moment où on devait la ressentir. Et donc, toute cette émotion, elle est dans le tiroir avec le souvenir. Et donc, ça déborde tellement que baf, ça s'ouvre. Et puis, on essaie de le refermer. Et puis, ça s'ouvre. On pousse dessus, quoi, tu vois. Oui, je vois. Et du coup, quand ça s'ouvre, ça fait plus de dégâts. Parce qu'il y a des moments où l'émotion, elle veut tellement se faire entendre qu'elle va même péter le tiroir, quoi, à un moment donné, tu vois. Le verrou où on essaie de fermer la clé, elle va l'exploser, quoi. Et c'est ça qui fait que l'émotion sort. Et les crises d'angoisse sont probablement liées à ça, quoi. C'est le tiroir qui explose. C'est ça, complètement. J'ai voulu, non, je dois pas. Et quand on vit en plus un traumatisme en couple comme ça, il y a aussi ce truc on essaie de soutenir l'un l'autre, tu vois. Et donc, dans ta douleur, je dois être fort. Et dans ma douleur, tu dois être fort, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que moi, quand je vivais les émotions du deuil de manière extrêmement vive, il était là pour moi. Et lui, quand il avait ses crises d'angoisse, j'étais là pour lui. Donc finalement, ça a été peut-être le mécanisme de notre couple qui s'est instauré pour des raisons de survie. Comme ça, on ne vivait pas exactement la même chose au même moment, on pouvait se soutenir. Exactement, c'est ça. Et donc, mais c'est possible que du coup, dans sa façon de te soutenir, il a refoulé, enfoui. Et c'est pour ça que lui, en fait, il a réagi en décalé. Il a été là pour toi dans ta souffrance au départ. Il a enfoui. Non, je peux pas aussi moi craquer, sinon qu'est-ce qu'on va faire ici, quoi, tu vois. Et après, une fois que toi, ça s'est apaisé, l'émotion, s'est dit ouais, ben merde, moi aussi j'ai besoin de m'exprimer. Et donc là, elle a tout fait exploser, quoi, tu vois. Toujours avec ces choses de la vie, ces stimuli qui viennent à un moment donné réveiller. Et voilà, quoi. Ça peut être un truc à la télé, à un moment donné. En général, ça arrive beaucoup aussi. Tu regardes un film et tout d'un coup, bam, ça te renvoie à ta propre vie, à ton propre vécu. Et boum, et ça sort. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que je pleure à ce moment-là? Mais si, en fait, c'est logique. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que quand on a vécu un traumatisme et qu'on sent qu'il a toujours un impact dans notre vie et que, comme pour mon compagnon, par exemple, il avait des crises d'angoisse, ou alors peut-être même pour les fois où on n'a pas conscience que c'est lié à un traumatisme, mais qu'on vit
des mini-épreuves à répétition, et bien peut-être alors qu'une solution qui pourrait nous aider, c'est d'avoir recours à l'EMDR, comme ça a aidé mon compagnon. Tout à fait. Et c'était le but aujourd'hui de discuter autour du traumatisme et de proposer notamment cette solution-là, parce que tu t'y connais à ce niveau-là. Et que moi, je l'ai vu, j'ai été témoin en fait de cette personne que j'aime très fort et qui vivait des crises d'angoisse comme ça et qui en une séance de MDR a pu se libérer de ça et redevenir sereine et bien dans sa peau comme avant. Et je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est pas encore assez connu. Oui, c'est vrai que ça prend quand même pas mal d'ampleur au niveau des médecins, tout ça. Maintenant, beaucoup de médecins conseillent à leurs patients d'utiliser cette méthode, des psychiatres, etc. aussi. Mais c'est vrai que c'est assez nouveau comme méthode. Déjà, c'est une méthode qui est née dans les années 80 aux États-Unis. Donc, comme on sait, hein, aux États-Unis, il faut le temps que ça arrive jusque chez nous. Donc, voilà. Merci pour ce partage super intéressant. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invité pour ce délicieux thé. Écoute, ça me fait un grand plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aller faire un petit tour sur mon compte Insta. Et on se dit à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Encore merci Isa. Merci à toi.